Bonsoir. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous raconter quelques petites théories dans la nuit? Installez-vous, y a pas de souci. Et ce soir, on parle d'un personnage autour duquel plane un bon nombre de théories, mais malheureusement des petites théories. C'est pourquoi je vais vous en délivrer le double. Bienvenue dans un 10 théories sur Batman. C'est sans conteste la théorie la plus populaire sur Batman, je ne pouvais en faire l'impasse ce soir. Cette idée, au départ, elle vient de lecteurs qui adorent Alfred et qui se demandent si derrière sa gentillesse éternelle envers Bruce, ne se cacherait pas une histoire de paternité. De base, Alfred, c'est le majordome des Wayne. Mais après la mort de Thomas et Martha, il va prendre la décision de s'occuper et d'élever lui-même le jeune héritier. Déjà, on pourrait se dire que rien que ça, c'est suspect. Bruce aurait pu, voire aurait dû partir en adoption quelque part, et il est étrange qu'un simple majordome ait voulu prendre la garde de cet enfant. Selon cette théorie, ça s'expliquerait par le fait qu'Alfred et Martha étaient amants, d'où l'extrême tristesse du majordome suite à sa disparition. Bruce serait né de cette relation secrète et Alfred, son père biologique donc, aurait tout fait pour le garder près de lui. Maintenant, observons les différents Alfred qu'on connaît. Ils sont prêts à tout pour soutenir Bruce dans ses délires les plus fous. Alfred est là pour l'épauler en toutes circonstances, comme s'il admirait ce jeune prodige. Mais cette admiration ne dépasserait-elle pas celle de leur simple amitié? Il n'y a qu'un père aveugle, un père fier de son fils qui pourrait agir comme ça, qui pourrait l'encourager dans cette aventure suicidaire. Tout ça, c'est aussi sans compter toutes les fois où Alfred veille à ce que Bruce ait un bon équilibre dans sa vie. Il agit comme une figure paternelle car il est le père de Batman. I know your father will be proud of you, because I'm so proud of you. Now come on, it's time for chicken soup and a good night's sleep. Il y a aussi une variante à cette théorie, une variante qui fait d'Alfred le méchant de l'histoire. Alfred est un ancien soldat des forces spéciales britanniques et pourrait alors être celui qui a commandité le meurtre des Wayne afin qu'il puisse enfin s'occuper de son fils, seul. Bon, là on est plus dans de la fanfiction que de la théorie, mais en tout cas cette idée qui fait d'Alfred le réel père de Bruce est culte sur internet, et je ne pouvais pas ne pas en parler. Dans tous les cas, même si Thomas est le père biologique de Batman, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, même sans lien de sang, Alfred est le père de Batman. Ouais, j'ai retenu votre attention avec un titre pareil, je crois, non? Mais préparez-vous, c'est tellement tiré par les cheveux que Lex Luthor lui-même en est devenu chauve. La théorie du Batman kryptonien, ça fait partie de cette longue saga de théories nées d'internautes qui veulent absolument tout expliquer. Et dans ce cas-là, ce que les personnes veulent justifier, c'est la résistance et les dons exceptionnels de Bruce. Par exemple, aviez-vous remarqué que Batman guérissait plutôt vite? Aviez-vous remarqué que même sans gadget, il parvenait à effectuer des actions hors du commun, comme sauter plus haut que la norme ou survivre à l'impensable? Pour cette théorie, il n'y a pas de « ouais, bah c'est des comics », non, il faut justifier cette force surhumaine. Il n'a pas d'origine divine à la Wonder Woman ou Aquaman, ce n'est pas un cyborg non plus, il n'a pas été non plus le sujet d'une expérience ou quoi que ce soit. Alors, comment fait-il? Eh bien, selon cette idée, la théorie la plus probable serait qu'il soit, comme Superman, un kryptonien. Je vous entends déjà vociférer que Batman n'est pas surpuissant, Batman n'est pas rapide comme l'éclair, Batman ne peut pas lancer des lasers avec ses yeux. Et ça, mes cocos, c'est parce que vous avez oublié une chose. Un kryptonien a besoin d'être exposé longtemps au soleil pour décupler tous ses pouvoirs, à l'image de Clark Kent qui a vécu toute sa jeunesse dans une ferme. Et dites-moi, où vit Batman? À Gotham, une ville plongée dans l'obscurité. Batman serait un kryptonien adopté par Thomas Wayne, un kryptonien qui n'a pas pu décupler pleinement ses pouvoirs à cause de la ville dans laquelle il habite. Et la mère de Batman s'appelait Martha. Comme la mère de Superman. N'était-ce pas là un indice depuis le début? Vous l'aviez pas vu venir celle-ci, hein? Bah moi non plus, figurez-vous. Et puisqu'on parle de Martha, rappelez-vous, on est en 2016 et Batman v Superman sort enfin dans les salles obscures. Puis, il y a cette scène.
Cette scène, source de mèmes inépuisables, est instantanément devenue un phénomène d'internet, en plus d'être, bien sûr, l'un des éléments qui revenait le plus dans les critiques du film. Le passage semble forcé, pas naturel du tout, que ce soit du côté de Batman qui, soudain, pardonne tout à Superman parce que leur mère porte le même prénom, mais surtout du côté de Superman qui appelle sa mère par son propre prénom. Mais le film a ses fans qui ont une théorie pour défendre cette scène. Selon celle-ci, Clark, pendant la soirée de Lex Luthor, plutôt dans le film, aurait compris que Bruce était Batman. Et Bruce, son histoire, elle est connue du grand public, et puis Clark est journaliste de toute manière, il sait qui sont les parents de Bruce. Alors, d'après cette théorie, Superman sait ce qu'il fait lorsqu'il prononce le prénom Martha. Certes, c'est super chelou qu'ils ne disent pas « tu laisses Luthor tuer ma mère », mais qu'ils disent « tu le laisses tuer Martha », mais ils le feraient consciemment pour exploiter la faiblesse de Batman. Est-ce que cette théorie sauve la scène ? À vous de trancher dans les commentaires. Ah, Robin, un personnage qui est indissociable de Batman mais qui pourtant n'est pas très populaire. Déjà lors de ses premières apparitions, certains se demandaient déjà ce qu'il foutait là. Les comics Batman sont de base des comics plutôt sombres. Bruce est un personnage torturé, Gotham est une ville pourrie de l'intérieur, les ennemis sont sadiques et au milieu de tout ça, Robin qui aujourd'hui a un peu disparu en vrai. Mais pourquoi Batman, ce personnage a priori froid et solitaire, a pris sous son aile ce personnage ? Il y a eu plein de théories là-dessus, il y en a certains qui pensent que Robin est son fils secret, il y avait aussi, je sais pas si vous vous rappelez, toute une mode à un moment sur internet qui stipulait que Batman et Robin avaient une relation amoureuse secrète, bref, plein d'idées balancées comme ça qui ne reposent sur rien de très concret. Cependant, connaissez-vous les plans d'urgence de Batman ? Plus couramment nommés Contingency Plans, il s'agit de plans à mettre en place au cas où l'un des membres de la Justice League devient un ennemi. Des plans que Bruce a lui-même élaborés. Par exemple, pour Superman, c'est d'utiliser un rayonnement ionisant. Pour Aquaman, il faudra utiliser la toxine de Scarecrow pour qu'il ait la phobie de l'eau, etc., etc. Mais quel est son plan d'urgence contre lui-même ? Quel est le plan d'urgence de Batman pour stopper Batman ? Eh bien, selon cette théorie, ce serait justement Robin. Robin connaît tout de Batman, ses armes, ses techniques, ses gadgets, ses planques, ses secrets. Alors on pourrait se demander, Batman ne l'a-t-il pas pris sous son aile au cas où si, un jour, c'est Batman que l'on devait arrêter ? Intéressant, j'aime bien cette théorie moi, mais on n'en a pas fini avec Robin. Retour une nouvelle fois en 2016, Batman v Superman vient de sortir et tout le monde remarque un détail dans le film. Bruce observe un ancien costume de Robin, saccagé par le Joker qui a écrit « Joke's on you, Batman ». Sur ce costume, on y voit 2 impacts de balles, sous-entendant que Robin est mort avant les événements du film. Jusque-là, pas de problème. Mais quelques mois plus tard, sort Suicide Squad, où l'on rencontre enfin le Joker. Et notre bon vieux Jared Leto, il a 2 cicatrices aux mêmes endroits que les impacts sur le costume. La théorie était née, et si le Joker était Jason Todd, l'ancien Robin ? Ce fut pendant plusieurs mois la théorie la plus populaire du DCU. On la voyait partout, elle ne reposait pas que sur ses cicatrices. Plein de gens se sont mis à analyser les tatouages du Joker et il est vrai qu'on y trouve des trucs chelous. On y trouve un rouge-gorge mort, et rouge-gorge en anglais ça se dit Robin. On y trouve aussi un crâne avec un chapeau qui symboliserait ici peut-être la renaissance de Robin en Joker. Damaged pour dire qu'il est endommagé, saccagé, et un J comme Jason. Alors, selon cette théorie, Suicide Squad aurait dû nous révéler que le Joker était Robin. Cependant, David Ayer, le réalisateur, aurait changé d'avis au dernier moment quand il s'est aperçu que tout internet était déjà au courant. Il est aussi intéressant de noter que Jared Leto a confié que de nombreuses scènes avaient été coupées au montage, des scènes qu'il ne peut malheureusement pas révéler à cause d'un contrat de confidentialité. Tiens donc, tout porte à croire que le DCU allait bien dans cette direction, et tout porte à croire que la qualité du film de Suicide Squad viendrait de ces nombreuses scènes coupées qui amenaient en fait au plot twist du film. Sauf que Zack Snyder a réfuté cette théorie, donc on sait pas trop en vrai.
Et si Bruce, après la mort de ses parents, ne s'en était jamais remis? C'est le postulat du délire d'Arkham qui suggère que Bruce est devenu fou et a été interné à l'asile d'Arkham, ce qui expliquerait pourquoi tous ses ennemis semblent venir de ce lieu morbide et lugubre. Pas mal d'œuvres possèdent ce genre de théories qui font des aventures du héros un rêve qui ne s'est jamais produit. On a le coma de Sacha qui est une théorie culte aujourd'hui, le coma de Rick de The Walking Dead, etc., etc. De manière générale, ces théories ne sont pas très appréciées, mais bizarrement, pour Batman, les gens semblent kiffer cette théorie, probablement car elle est encore plus tragique et creepy que les pires cauchemars de Bruce. La théorie est la suivante. Le jeune Bruce, traumatisé par la mort de ses parents, serait devenu fou. Une fois à l'âge adulte, il aurait été interné à l'hôpital psychiatrique et prison de Gotham City, Arkham. Toutes ces aventures ne seraient qu'un délire qu'il s'invente dans son esprit. Un délire dans lequel il a réussi à reprendre l'entreprise de son père et où il est en même temps un justicier nocturne. Un délire qui, au final, est assez absurde et pour cause, ce n'est qu'un délire. Tous les ennemis de Batman ne seraient dès lors que des transformations mentales du personnel qui l'entoure afin d'échapper à sa triste réalité. Scarecrow serait son médecin qui lui administre des traitements pour ses troubles mentaux. The Riddler, quant à lui, le Sphinx, serait un employé de l'asile responsable de la création d'énigmes et de puzzles pour les patients. Dans la même idée, Mr. Freeze serait le responsable du contrôle de la température dans les locaux et Poison Ivy ne serait que la jardinière de l'établissement. Sur les forums, vous pouvez trouver de nombreuses listes de ce que seraient tous les ennemis de Batman, chacun y allant de sa propre petite théorie. Pour ce qui est du Joker par exemple, il pourrait être un patient que Bruce entend rire la nuit, ou bien tout simplement un homme engagé par l'asile pour amuser les malades. Batman luttant contre le crime n'est-il qu'un délire dans l'esprit d'un Bruce traumatisé qui a passé sa vie à Arkham ? Nul ne le sait réellement. Dans les comics, les origines du Joker sont très mystérieuses. C'est flou, très flou. On a longtemps pensé qu'il s'agissait de Red Hood qui aurait plongé dans une cuve de produits chimiques, mais on est amené à penser dans The Killing Joke que cette backstory est fausse. L'origine du Joker, qui reste donc encore un mystère, a amené beaucoup de gens à penser que les auteurs de chez DC la gardaient secrète pour, un jour, révéler un gros plot twist. Et pour cause, le Joker ne tue jamais Batman. Il a tué Robin, il a tué la femme du commissaire Gordon, il fait les pires atrocités, mais il ne tue jamais Batman. Alors, selon cette théorie, c'est parce que le Joker est le frère de Bruce. Une théorie qui ne date pas d'hier, les gens en parlaient déjà il y a 30 ans, et bien qu'elle ne repose sur rien de très solide, elle reste une idée qui plane au-dessus des comics depuis ses débuts. Ce qui est marrant, c'est que cette théorie se lie très souvent avec la première théorie qu'on a vue tout à l'heure, qui fait d'Alfred le père de Batman. Martha aurait trompé Thomas car il l'avait lui-même trompé avant, mais pour cacher la vérité, il aurait envoyé son propre fils à Arkham afin de le réduire au silence et de le cacher du monde extérieur. Ceci expliquerait pourquoi le Joker a une telle fascination envers Batman, car il est son frère, et, au passage, pourquoi Thomas a régulièrement participé à des œuvres de charité pour améliorer l'asile, afin d'acheter leur silence. Récemment, le film Joker a flirté avec ces théories, même si c'est pas tout à fait la même idée, mais sachez que les théories sur les origines du Joker ou sur son désir de ne jamais tuer Batman sont légion sur internet. Il y en a qui pensent que le Joker est amoureux de Batman, d'autres qui pensent que le Joker est un mec payé par Alfred, voire carrément Alfred lui-même, et il y en a même qui pensent, premier degré, que le Joker est Martha qui a survécu, ce qui donna par la suite en plus tout un comics, bref, je vous invite à aller checker ça vous-même. Vous m'en direz des nouvelles. Mais est-ce que, après toutes ces années, révéler enfin, un jour, les origines du Joker, ce ne serait pas tuer le Joker ? Je sais pas, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment l'idée qu'un jour on saura, d'ailleurs DC est connu pour être plutôt à l'écoute de son public. Par exemple les lecteurs, on entend imaginer qu'il y avait 3 Jokers et il y a quelques années, DC leur a donné raison. Ouais, bah je sais pas en vrai, si dévoiler les origines du Joker, ce serait une bonne idée. Affaire à suivre.
Watchmen. Œuvre phare d'Alan Moore, Watchmen nous présente une réalité alternative à celle que l'on connaît. Ici, pas de Superman, pas de Wonder Woman, pas de Batman. L'histoire de Watchmen, grosso modo, c'est une uchronie dans laquelle les super-héros qui ont stoppé leur activité se mettent à disparaître un à un, alors que la Troisième Guerre mondiale menace d'éclater à tout moment. Dans la timeline de Watchmen, une première ligue des justiciers officiait dans les années 30 et 40, une ligue que l'on appelle les Minutemen. Ce groupe est composé de Who Did Justice, Silhouette, Captain Metropolis, Dollar Bill, Mothman, The Comedian, Silk Spectre et Night Owl, qu'on appelle aussi, en VF, le hibou. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien, puisque dans cette timeline on ne retrouve pas nos héros habituels, beaucoup ont tenté de justifier leur absence. Et pour l'absence de Batman dans l'univers de Watchmen, il y a une très bonne théorie. La toute première aventure de Batman se déroule dans les années 40, ce qui veut dire que dans l'univers original, Thomas Wayne est mort dans les années 30. Mais dans l'univers de Watchmen, justement dans les années 30, les Minutemen existent. Alors, et si Night Owl avait sauvé les Wayne cette nuit-là, empêchant la mort des parents du jeune Bruce et l'empêchant ainsi de devenir le futur Batman. Ce qui est génial avec cette idée, c'est que dans l'univers de Watchmen, si Night Owl n'avait pas sauvé les Wayne, alors il aurait pu prendre le jeune Bruce sous son aile. Et ceci expliquerait pourquoi Bruce serait devenu Batman, car il aurait été formé et entraîné par Night Owl. Ce serait le hibou, animal de la nuit souvent associé à la sagesse, qui aurait créé Batman. Lui aussi basé sur un autre animal de la nuit, certes plus petit, la chauve-souris, mais qui symboliserait le jeune Bruce qui a été pris sous l'aile du hibou. Et je vous disais juste avant que chez DC, ça écoutait pas mal les théories des fans. Eh bien, Zack Snyder, dans le générique de son adaptation de Watchmen, fait une petite référence à cette théorie. Dans ce plan, dans le générique, Night Owl frappe un criminel. Derrière, les comics de Batman, des journaux de Gotham, l'opéra et, si ce n'était pas suffisant pour vous, on a un couple juste à gauche. L'homme porte un costume et une moustache et la femme porte un collier de perles. Tout porte à croire que, dans Watchmen, Night Owl a bien sauvé les parents de Bruce. Vive Watchmen! Et on arrive à la fin de cette vidéo, mais je sens que certains vont m'en vouloir si je ne consacre pas quelques petites théories à la trilogie de Nolan, alors finissons avec elle. Ah, c'est bon, je déconne! Comme on le disait tout à l'heure, les origines du Joker sont mystérieuses. Dans la trilogie du Dark Knight, Nolan réinterprète l'histoire de Batman à sa sauce, et nombreux ont donc cherché des liens entre les trois films. Et l'un des liens théoriques les plus abordés sur les forums, c'est celui qui lierait Scarecrow, l'antagoniste du premier film, au Joker, antagoniste du deuxième. Et si Scarecrow avait créé le Joker ? Une théorie très répandue sur internet qui ne vaut donc que pour la trilogie de Nolan et qui existait déjà avant même que The Dark Knight ne sorte au cinéma. En effet, à la fin de Begins, le Joker est teasé alors qu'à ce moment-là, aucun personnage ne semble le connaître. Et ce sera bien confirmé dans The Dark Knight d'ailleurs, le Joker n'a aucun antécédent criminel. Alors, d'où vient-il ? Rappelez-vous, dans Batman Begins, Scarecrow met en place tout un plan pour anéantir Gotham, verser la toxine de la peur dans l'approvisionnement en eau de Gotham pour qu'elle atteigne tous les citoyens dans l'objectif de les plonger dans la folie. À la fin du film, Batman a un antidote et la ville est sauvée. Mais, et si un citoyen n'avait pas reçu l'antidote ? Imaginez un homme seul, vagabondant dans les ruelles sombres de Gotham. La toxine de la peur le détruit et il se perd dans une folie destructrice. À cause des hallucinations induites par la toxine, il s'inflige soudain des blessures qui lui ravageront le visage. Une fois sorti de son délire, il n'a plus qu'une idée en tête, torturer celui qui se fait passer pour le héros de Gotham, mais qui n'a pas sauvé tout Gotham. D'ailleurs, le Joker prétend n'avoir plus aucune peur. N'est-ce pas là grâce à la toxine de Scarecrow ? À la fin de la trilogie, Batman se sacrifie pour sauver Gotham. Mais en vérité, comme révélé à la fin du film, Bruce n'est pas mort dans l'explosion et boit un coup dans un petit café de Florence.
Cette scène fait écho au rêve d'Alfred expliqué plus tôt dans le film, dans lequel le majordome a imaginé, durant les 7 années avant le retour de Bruce, qu'il le voyait heureux, loin de Gotham. Every year, I took a holiday. I went to Florence. There's this cafe. I had this fantasy that I would look across the tables and I'd see you there. Et je ne sais pas si on peut véritablement parler de théorie ici, mais disons qu'il y a 2 analyses très différentes de la fin du film. La plupart des gens estiment que Bruce est toujours vivant et que, comme Alfred l'espérait, il est maintenant heureux, loin de Gotham. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout compris la fin du film comme ça, et d'ailleurs vous en faites peut-être partie. Je vais vous expliquer, pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer cette autre interprétation. Selon cette théorie, personne n'aurait jamais pu survivre à une telle explosion, pas même Batman. De plus, sa survie irait à l'encontre du message du film, qui stipule que rien d'autre que Gotham n'intéresse Bruce et qu'il est prêt à se sacrifier pour la survie de ses citoyens. Le réel message du film serait que, même une fois mort, Batman reste immortel. Mais pas en lui en tant qu'être humain, mais ses idées, sa philosophie, son courage, le symbole Batman est intemporel. Certains vont même encore plus loin en affirmant que la survie de Bruce atténue l'impact de la scène de l'explosion et que si la scène à Florence n'avait pas existé, le film aurait été un chef-d'œuvre. Mais cette scène, pourtant, elle existe bien. Alors comment faire pour la justifier ? Eh bien en faisant de cette scène le rêve d'Alfred, le rêve qu'il raconte au début du film. Alfred continuerait d'espérer que Bruce ait survécu sans que ce ne soit réellement le cas. Ceci ferait de la conclusion de la trilogie une fin douce et amère, à l'image justement de la philosophie de cette trilogie. Nolan est d'ailleurs connu pour jouer avec les rêves. Inception, sorti 2 ans plus tôt, a peut-être même au final participé à ce que les gens ne perçoivent pas tous la fin de The Dark Knight Rises de la même manière. Bruce est mort à la fin de la trilogie, c'est une interprétation très populaire sur internet, si populaire que même Christian Bale a dû se prononcer sur celle-ci. J'ai trouvé cette scène très intéressante, cependant, je pense que comme pour beaucoup de films, il est aussi ce que le public veut en dire. Mais selon mon interprétation personnelle, non, ce n'est pas un rêve, ça a bien eu lieu. Bruce est enfin heureux d'avoir enfin réussi à se libérer du privilège, mais aussi du poids d'être Bruce Wayne. Aujourd'hui encore, suite à cette interview, de nombreux posts sont créés sur les forums afin de comprendre comment Batman a bien pu survivre à l'explosion. Explosion qui demeure donc comme un plus grand mystère encore que les origines du Joker. Voilà, j'espère que cet épisode de 5 théories vous a plu. C'était Didi, à la prochaine pour de nouvelles théories. La bise.